La Mercedes EQS, une grande limousine qui veut être en électrique ce qu'est la classe S dans les thermiques, mais est-ce qu'elle peut être aussi spéciale en matière de révolution et d'innovation technologique? C'est ce que l'on va voir tout de suite. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'essai de la Mercedes EQS dans le magazine Le Moniteur Automobile, ainsi que sur notre site internet moniteurautomobile.be, où vous avez aussi plein d'autres informations sur l'actualité automobile. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier. Alors on dit que le QS c'est la classe S électrique, mais moi je ne reconnais pas la classe S ici, elle est très différente quand même. Alors c'est vrai que ça peut faire penser à une classe S, mais ce n'est pas tout à fait déjà la même plateforme. Ici c'est une plateforme spécifique pour les voitures électriques. Elle a un peu le gabarit d'une classe S longue quand même, en longueur elle fait 5,20 m, donc c'est déjà une belle limousine, mais il y a quand même quelques indices qui laissent penser que c'est une technologie différente. On voit que les roues sont repoussées aux quatre coins, les porte-à-faux sont très très courts, par contre on a un très très long empattement de 3,20 m quand même. Ah oui, c'est pas mal. C'est assez rare dans la catégorie. Donc voilà, je dirais que sur les proportions générales, on retrouve un peu une classe S. Après, il y a quelques indices qui laissent penser que c'est quand même une voiture totalement différente. Et donc voilà, elle a été conçue comme voiture électrique, c'est une plateforme. Voilà, c'est une plateforme entièrement dédiée pour les voitures électriques chez Mercedes. Donc c'est pas une voiture thermique qu'on a adaptée à la technologie électrique, pas du tout, c'est une voiture qui a été conçue dès le départ comme une voiture 100% électrique. Dis-moi Xavier, le moteur électrique de l'EQS, il est où? Eh bien, en fait, il y en a deux. Il y en a un à l'avant, il y en a un à l'arrière. Ce qui fait au passage de cette EQS une transmission intégrale, un 4x4 donc. Mais le moteur, je ne peux pas te le montrer ni à l'avant ni à l'arrière. Il est impossible d'ouvrir le capot autrement qu'en concession. On ne peut pas y toucher donc? Non, la seule chose que je peux te montrer, c'est ceci, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Et voilà. Et c'est quoi? C'est le remplissage du lave-glace. Ah d'accord. Et alors, malgré qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne les voit pas, les moteurs ensemble, ça fait combien de puissance? Les deux moteurs en puissance cumulée affichent 523 chevaux pour cette version 580 et 855 Nm de couple. Donc c'est quand même des valeurs de puissance relativement généreuses à relativiser parce que malgré tout, le QS, elle pèse 2,6 tonnes. Alors, aussi une chose importante pour une voiture électrique, c'est son autonomie. Qu'est-ce qu'elle a comme batterie? Quelle est sa capacité de charge? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le QS, c'est la voiture de série qui est la plus grosse batterie actuellement disponible sur le marché. Entre-temps, il y a la Lucid Air qui est arrivée, mais qui est encore très confidentielle. Sur les marques bien établies, c'est cette EQS qui est la plus grosse batterie disponible sur le marché, 108 kWh net. Ah oui, donc ça c'est 108 kWh qu'on peut utiliser pour avancer. Et ça nous donne quelle autonomie? Alors l'autonomie officielle WLTP, c'est 646 km. Nous, on a mesuré un peu moins, on est entre 450 et 520 selon les conditions. Mais il faut savoir que néanmoins en circulation urbaine, elle dépasse les 700 km, ce qui commence à être assez considérable. Ce qui est pas mal, mais quand on est sur autoroute, ce qu'on veut savoir aussi, c'est le temps que ça prend pour charger. Est-ce qu'elle peut recharger rapidement? Alors, elle accepte du 200 kW sur une borne d'essai. Sur un superchargeur, je dirais. Là, vous récupérez 80% de la batterie en 40 minutes environ, donc ça c'est pas mal. Après, elle a un chargeur embarqué de 11 kW triphasé, donc ça prend un peu du temps. Par contre, en option, vous pouvez disposer d'un chargeur de 22 kW et là, Olivier, tu récupères, tu recharges la batterie selon que tu charges à 7,4 ou 11 kW entre 12 et 15 heures. Ah oui, donc il faut quand même la laisser longtemps à la maison pour pouvoir récupérer son Sur une prise domestique en wallbox, oui. Par contre, sur un superchargeur d'essai 150 kW, elle ça va assez assez facilement. Ok. Dis-moi Xavier, c'est Versailles ici. Oui, tu as vu cette immense dalle numérique qui fait toute la largeur du tableau de bord, c'est énorme. Il faut d'ailleurs savoir que cette dalle est la plus grande aujourd'hui disponible sur le marché automobile. J'ai même la mienne, je peux même jouer, voir la navigation évidemment, mais je peux aussi jouer sur des applications ou m'occuper de la musique. Donc c'est vraiment, le passager peut vraiment être actif. Tu as tes propres commandes face à toi. Il faut savoir que quand même l'intelligence artificielle à bord de cette Mercedes fera en sorte que si je suis en train de conduire et qu'elle détecte que je suis en train de regarder en même temps ton écran va s'assombrir pour des questions de sécurité. Ouais, donc les supporters de foot ont intérêt à venir du côté passager quand il y a un match, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, au niveau, on a parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au niveau des aides à la conduite, est-ce qu'elle est bien équipée? Oui, elle a tout, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, l'aide au stationnement, même à distance via smartphone. On peut garer sa voiture rien qu'avec le smartphone. On a un environnement très très dépouillé. Tu remarqueras qu'il n'y a aucune commande physique, tout est
tactile, bien intégré. C'est voilà, un environnement très zen, j'ai envie de dire. Puis on a aussi les habituelles commandes Mercedes. Hein, Oui, voilà. la commande de boîte, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas réellement de boîte, hein, comme sur la plupart des voitures électriques. Mais voilà, tout est bien agencé. Moi, j'ai un petit grief sur ces petits touchpads ridicules de dimension, je dirais, sur le volant et ici sur la console centrale. C'est tellement petit qu'il faut vraiment être très très précis pour les manipuler. Et ça, je trouve c'est un peu dangereux, à la limite, quand on conduit. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je pose ma tête, c'est vraiment très, très douillet. Hein. Ah oui, on a ces petits oreillers là en Alcantara qui sont vraiment très très agréables. Et ces sièges sont tout simplement fabuleux de confort. Hein. On aimerait avoir des sièges aussi confortables dans sa maison, j'ai envie de dire. Et je pense que ceux à l'arrière, ils en profitent aussi. On va aller voir ça tout de suite. Oui, on va aller voir tout de suite. Ah bah dis donc, c'est royal ici comme espace. Hein. Ça, c'est vraiment à l'arrière d'une voiture de ministre. Hein. Oui, effectivement, on a vraiment beaucoup de place. Hein, mais ça, c'est l'avantage de la disposition électrique avec les roues qui sont vraiment repoussées aux quatre coins. Ça ménage un très long empattement. Et comme on a un plancher quasi plan, parce qu'il n'y a pas de tunnel de transmission, c'est pas nécessaire, on a vraiment beaucoup de place. La seul petit bémol que j'émettrais, c'est peut-être pour la garde au toit. C'est une ligne de pavillon un peu fouillante. Alors moi, je fais 1m85, ça passe encore, mais quelqu'un qui sera un peu plus grand, ça risque de commencer à poser un petit problème. Mais au niveau du confort, on est plutôt bien assis. Les sièges sont bien avec ces espèces d'oreillers intégrés aux appuis-têtes. Là, ça, c'est vraiment tout confort. Après, il y a des petits manques. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas, par exemple, de porte-gobelet pour ceux qui voyagent de longue distance à l'arrière. Ils n'ont rien pour mettre leur boisson. Voilà. Ça manque un peu d'espace de rangement. Mais voilà, pour le reste, on est vraiment dans une limousine de grand luxe. Ok. Alors Xavier, une grande voiture comme ça donne envie de partir. En tout confort. En tout confort. Est-ce qu'on peut partir en famille avec les bagages ? Avec les bagages, certainement, parce que le QS a vraiment un volume de coffre considérable. Ah oui. 610 litres en configuration normale. Si on rabat les sièges, on atteint 1700 litres. Donc ça devient vraiment en conséquence. Comme un break presque, en fait. C'est plus que certains breaks, en effet. Mais heureusement d'ailleurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est impossible d'ouvrir le capot avant. Et donc, on n'a pas ce petit frunk qu'on trouve généralement sur les voitures électriques qui permet, par exemple, de ranger les câbles de recharge. Les câbles, je les vois pas, ils sont où? Non, ils sont cachés ici sous le plancher. Hein, il y a moyen de les... Ok, mais ça veut dire quand même que si je mets mes valises... Oui, ça c'est le... en si général, le coffre est plein, qu'on a besoin de recharger la voiture... en général, sur l'autoroute, les bandes rapides, le câble est sur la borne, mais c'est vrai que si on doit faire un dépannage... c'est un peu embêtant. Là, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce petit coffre à l'avant pour ranger les câbles et les laisser accessibles, même si le coffre est... Oui, mais il est quand même bien profond. Hein. Il est bien profond, donc il y a moyen de partir en famille loin. Alors Xavier, voilà, on est à bord de l'EQS sur la route. On peut dire vraiment que c'est une voiture confortable. Hein. On ne sent pas trop le macadam sous les roues. Non, effectivement, c'est une classe S électrique hein, quelque part et la classe S thermique est déjà considérée comme une des voitures, je dirais, les plus confortables au monde et donc en faire une version électrique ne pouvait évidemment pas déroger à cette réputation. Et donc de fait, là, les ingénieurs ont clairement privilégié le confort pour cette classe S électrique qu'est le QS. Et par rapport à la classe S, on retrouve aussi le même agrément, le même dynamisme? Alors le dynamisme, je serais plus mitigé. On retrouve un très haut niveau de confort grâce à la suspension pneumatique. Hein. Ce sont des ressorts pneumatiques et donc on a vraiment cet effet tapis volant, je dirais. On est vraiment bien isolé des vicissitudes de la route. Par contre, le QS pèse quand même 2 tonnes 6. Hein. Donc c'est pas négligeable. Et là, on sent qu'ils ont dû prévoir des amortisseurs qui pouvaient encaisser cette masse. Et donc on a une petite perte en filtrage de suspension par rapport à une classe S thermique, même si ça reste ici d'un très très haut niveau. Hein. On le sent, on évolue vraiment dans un autre monde, dans un vrai cocon, je dirais. Mais c'est pas une voiture dynamique. Oui, c'est ça, l'histoire du cocon, on s'en rend compte, c'est super bien insonorisé. Hein. Oui, ils ont fait des gros efforts, non seulement sur la suspension, mais aussi sur tout le filtrage acoustique de l'habitacle. Hein. Il y a des matériaux isolants dans les contreportes, sur le plancher, dans le toit, les pavillons. Ce sont des vitrages, des doubles vitrages isolants. Donc ils ont vraiment travaillé très très fort l'acoustique. C'est aussi une voiture les plus aérodynamiques du marché. Hein. Elle a un CX de 0,20 seulement. C'est très très bas. Je crois que ça doit être même le CX le plus bas pour une voiture de série. Et donc tout ça participe au silence parce que la voiture file à travers le vent, mais sans le pousser, je dirais, comme un SUV. Donc on a très peu de remous aérodynamiques. Alors c'est quand même une longue voiture. Est-ce qu'elle est quand même maniable et manœuvrable en ville facilement?
Alors, c'est pas une citadine, ça c'est clair, hein, c'est quand même une limousine de 5,20 m de long, c'est 3,20 m d'empattement, donc c'est vraiment un gros bestiau, comme on peut l'appeler. Mais il y a quand même une astuce, c'est que la voiture dispose de série des roues arrière directrices qui aident à la maniabilité, à réduire le rayon de braquage. Alors de série, les roues arrière braquent sur 4,5 degrés, c'est pas négligeable. Et en option, on peut monter jusqu'à 10 degrés. Et là, effectivement, la voiture tourne aussi court qu'une classe A, je dirais. Ah oui, donc ça permet vraiment de réduire le rayon de braquage et d'accroître la maniabilité de la voiture en ville, mais tout autant que la stabilité à haute vitesse, lors des changements de bande à haute vitesse. C'est pratique dans les parkings souterrains. Oui, effectivement, ça réduit l'empattement virtuel, comme on dit, d'un point de vue, dans un jargon plus technique. Voilà, si on va à l'Opéra, on peut la mettre dans le parking de l'Opéra sans problème. Voilà. Oups. Alors Xavier, j'ai un peu peur de ce que tu vas me dire maintenant. Elle coûte combien cette voiture? C'est là que ça fait mal, en effet. Alors celle-ci, en version de base, sans les options, mais déjà bien équipée de série, elle commence à 155 000, 158 000 pour la version un peu plus sportive AMG Line, mais qui n'est qu'un kit visuel, c'est pas encore la version sportive, la vraie AMG. Donc on est 150, 158 000. Celle-ci, avec les options qui sont dedans, elle approche les 180 000. Donc on voit que pour ce prix-là, on a déjà une très très belle classe S. Une très très belle classe S, genre une 63 MG version longue, effectivement. Donc c'est autre chose, c'est une autre philosophie, mais voilà, ça c'est le point qui fait mal. Par contre, comme elle est 100% électrique, elle a un petit avantage fiscal. 100% déductible, voilà, pour les indépendants. Pour les indépendants, zéro taxe en Flandre, et les taxes minimales, je dirais, à Bruxelles et en Wallonie, que ce soit pour la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation. Donc là, on peut dire que c'est presque rien. C'est presque rien, voilà. Voilà. Donc effectivement. Donc mise de départ déjà relativement importante. C'est un prix, qui correspond au contenu technologique aujourd'hui de la voiture. Et auquel il faut peut-être aussi ajouter les investissements à son domicile pour les panneaux solaires, la borne, etc. C'est le combo idéal. Si vous avez une voiture électrique et en plus les panneaux solaires, le wallbox, etc. à la maison, ça c'est la formule idéale, effectivement. Alors Xavier, la classe S, c'est la révolution, c'est l'évolution technologique. Est-ce que c'est également le cas pour le QS? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution dans la catégorie des grandes voitures électriques? Alors, révolution, je pense que le mot est un peu fort. Je pense que la révolution électrique, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Tesla qui l'a initié, ça il faut pas se leurrer. Néanmoins, celle-ci, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a au moins 3 faits marquants à mettre à son actif, je dirais. D'abord, une aérodynamique record, un CX de 0,20, c'est du jamais vu sur une voiture de tourisme. Et c'est très important pour une voiture électrique. Et pour la consommation, c'est très important dans le cadre d'une voiture électrique, surtout, effectivement. La grande dalle numérique intérieure, c'est la plus grande dalle tactile aujourd'hui produite par l'industrie automobile. Et c'est aussi la voiture qui a la plus grosse capacité de batterie disponible aujourd'hui sur le marché. Donc sur ces 3 points-là, elle marque des avantages conséquents, je dirais, mais de là à parler de révolution, non. C'est une belle évolution. Je dirais pour résumer que c'est une Tesla améliorée au niveau de la qualité et peut-être des équipements embarqués. Parce qu'en fait, comme la classe S, c'est une voiture de grand luxe, de grand confort. À ce niveau-là, il n'y a pas sur la marchandise. Au niveau luxe, équipement et surtout confort de marche, le QS est quasiment imbattable. Ça, c'est clair. Merci à tous pour votre attention. Merci à Xavier pour toutes ces explications sur le QS. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube où vous avez plein d'autres vidéos et d'autres essais. À bientôt. Au revoir.